Ce n'est pas une pénurie, jusqu'au jour où ça en devient une. Dans une petite boutique, la file s'étend jusque dans la rue. Des gens sourient, d'autres serrent leurs achats contre eux. Et puis, cette phrase presque en boucle, dite calmement, sans panique, « Ils ne sont pas assez élevés ». Pas assez élevés, les prix, pas assez élevés. « They're not high enough ». C'est dit comme une évidence, pas d'alarme, pas de crise, mais quelque chose d'intriguant. Sur le comptoir des Silver Eagles américains, des Maple Leafs, 1 kilo de Perth Mint. À l'écran, un email du US Mint, certaines pièces numismatiques suspendues à la vente. The only thing that I think is available is US Silver Eagles. Le reste? Potentially not available for up to 30 days. Rien de grave, juste un détail. Mais prenez un instant pour l'observer. Il n'y a pas d'urgence, jusqu'à ce que ce détail devienne la règle. Alors, pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce que ceux qui sont ici ne parlent pas de trading ou d'investissement rapide. Non. Ici, il est question de posséder quelque chose. If you don't hold it, you don't own it. Et pendant que le spot dépasse les 90 $ l'once, aucun sourire n'est tout à fait sincère. Les mains se lèvent, mais pas pour célébrer. Un murmure traverse la pièce. C'est encore trop bas. Alors, qu'est-ce que ces acheteurs voient déjà que le reste du monde n'a pas encore regardé en face? Et surtout, qu'est-ce qui se passe le jour où ce petit détail cesse d'être temporaire? Ils ne parlent pas d'un événement isolé. C'est ça le point clé. Ce qui se passe dans cette boutique ne sort pas de nulle part. Le message du US Mint n'arrive pas par accident. Et ces clients qui répètent « je vais acheter quoi qu'il arrive » ne sont pas là par hasard. On vous présente souvent ce genre de scène comme une simple ruée opportuniste. Des gens attirés par un prix qui monte. Mais écoutez attentivement ce qui est dit ici. I'm going to be buying no matter what happens. Peu importe ce qui arrive, ce n'est pas le langage de la spéculation rapide. C'est le langage de la méfiance. Parce que pendant que certains parlent de record, d'autres parlent de disponibilité. The only thing that I think is available is US Silver Eagles. Une phrase courte, très précise et surtout très révélatrice. Le cœur du problème n'est pas le prix affiché. C'est ce qui est encore possible d'acheter et ce qui ne l'est plus. Remarquez ce glissement subtil. On ne demande plus combien ça coûte, mais est-ce que c'est encore là? Et ce n'est pas présenté comme une alerte officielle. Pas de conférence de presse, pas de déclaration dramatique, juste un email, une mise à jour logistique, une pause potentielle de 30 jours. Mais posez-vous cette question simple. Depuis quand l'indisponibilité temporaire est-elle devenue une routine acceptée? Parce que voici le paradoxe. À l'intérieur de la boutique, la demande est réelle, visible, physique. La file est là, les achats se font. À l'extérieur, le système parle encore de marché fluide, de prix spot, de normalité. Deux réalités qui coexistent jusqu'au moment où elles entrent en collision. Et c'est là que l'histoire commence à changer de forme. Ce n'est plus seulement une histoire de métaux, c'est une histoire de confiance, de décalage entre ce qu'on vous montre sur un écran et ce que les gens cherchent désespérément à avoir en main. Alors, regardez bien ce qui n'est pas dit explicitement. Personne ne dit pénurie, personne ne dit crise, mais tout le monde agit comme si quelque chose se resserrait, lentement, silencieusement. Et quand les comportements changent avant les discours officiels, c'est rarement anodin, parce qu'à ce stade, on peut formuler une affirmation claire. Ce qui se passe ici n'est pas émotionnel, c'est rationnel. Et la preuve est dans les détails concrets, pas dans les slogans. Écoutez ce qui est dit sans détour. Still want to leave my money in the bank. You hear that a lot, don't you? Et la réponse tombe immédiatement. Got to have it in hand or you don't own it. Ce n'est pas une opinion isolée, c'est une règle répétée, presque mécanique, et elle revient sous une autre forme encore plus directe. If you don't hold it, you don't own it. Quand plusieurs personnes d'âges différents, avec des parcours différents, utilisent exactement le même raisonnement, ce n'est plus une coïncidence. C'est un signal. Maintenant, regardez ce qui accompagne ce discours. Pas des achats symboliques, pas une pièce pour voir, 1 kilo de silver, des boîtes pleines. One of these boxes is full of coins I have to send to somebody. Des commandes passées ailleurs, en parallèle. I actually ordered some. Hope they were able to buy some. Ce n'est pas une décision impulsive, c'est une accumulation méthodique. Et voici la phrase qui change tout.
I'm going to be buying no matter what happens. Peu importe que le prix monte, peu importe qu'il baisse, peu importe la volatilité. Ce raisonnement détruit l'idée que ces gens sont simplement attirés par une hausse récente. Ils ne réagissent pas au prix. Ils se positionnent face à quelque chose d'autre. Remarquez aussi ce qui manque totalement dans la conversation. Personne ne parle de vendre. Personne ne parle de timing parfait. Personne ne parle de sortir du marché. La seule question posée est presque inverse. Do you want to see a dip? Et la réponse est immédiate. It really doesn't matter to me because I'm going to keep buying regardless. Quand le prix cesse d'être le facteur décisif, ça veut dire que la fonction du produit a changé. Ce n'est plus un pari. C'est devenu une forme de refuge actif. Et à ce moment précis, l'histoire n'est plus seulement économique. Elle commence à devenir structurelle. Parce que si de plus en plus de gens pensent comme ça en même temps, alors la pression ne se voit pas tout de suite sur un graphique. Elle se voit ailleurs. Et c'est exactement là que la situation commence à s'intensifier. Et maintenant, regardez comment la situation bascule sans faire de bruit. Parce que ce que vous voyez dans cette boutique ressemble de plus en plus à quelque chose que l'histoire a déjà montré. Pas sous forme de crise soudaine, pas avec des titres catastrophes, mais par une normalisation lente de choses qui, auparavant, auraient déclenché une alerte immédiate. Une file jusqu'à la porte devient normale. Des produits indisponibles pendant 30 jours deviennent logistiques. Des grossistes qui fondent des pièces deviennent attendu. Écoutez bien cette phrase dite presque distraitement. A lot of these wholesalers are melting things down. That's also expected. Expected, attendu. Comme si la destruction de stocks physiques faisait désormais partie du fonctionnement standard. Et pendant ce temps, une autre anomalie s'installe. Le prix que tout le monde regarde, le fameux « a spot », continue d'être cité comme une référence fiable. Mais là aussi, quelque chose cloche. The prices that we're seeing are actually futures prices. Pas des prix au comptant réel, des prix de contrat, des promesses, des paris sur papier. Et c'est là que Tim lâche une phrase lourde de sens. And that's where it all went wrong. Remarquez la dissonance. D'un côté, un marché papier qui continue comme si de rien n'était. De l'autre, un marché physique où l'on parle de délai, de fonte, de disponibilité limitée. Ces deux mondes coexistent jusqu'au moment où ils ne peuvent plus le faire. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de fracture apparaît. À chaque fois, le même schéma. Tant que les gens acceptent les chiffres affichés, le système tient. Mais dès que la priorité devient l'accès réel, pas le prix théorique, tout change, lentement au début, puis très vite. Ce qui est troublant ici, c'est que personne n'a l'air surpris. It is amazing, but it's expected. Cette phrase résume tout. L'anormal est devenu prévisible. Et quand l'imprévu cesse de surprendre, c'est souvent parce que la pression est déjà installée depuis longtemps. Alors la vraie question n'est plus de savoir si quelque chose est en train de se tendre. La vraie question est combien de temps ce système peut-il absorber cette tension sans se rompre? Et c'est là que les preuves deviennent encore plus difficiles à ignorer. Parce que maintenant, on arrive au point où les paroles et les actes ne racontent plus la même histoire. Officiellement, tout va bien. Is the US Mint in trouble? La réponse tombe, calme, presque rassurante. No more than the rest of us. Rien d'exceptionnel, rien d'alarmant. Mais écoutez ce qui suit, juste après. We have to stop selling them online. Arrêter les ventes en ligne de certaines pièces, revoir les prix, suspendre l'offre, et soudain, le champ se rétrécit. The only thing that I think is available is US Silver Eagles. C'est là que la contradiction devient impossible à ignorer. Si tout est sous contrôle, pourquoi réduire l'offre? Si ce n'est qu'un ajustement normal, pourquoi parler d'indisponibilité for up to 30 days? Remarquez ce qui n'est jamais dit clairement. Personne ne garantit que ces 30 jours soient une limite. C'est une estimation, une attente, un entre-deux flou. Et pendant que le discours reste mesuré, les comportements, eux, racontent une autre histoire. Very good companies are spending a lot of money and not finding any gold and silver available. Dépensez beaucoup, cherchez partout, ne rien trouver. Ce n'est pas une tension théorique, c'est une friction réelle, vécue par ceux qui doivent livrer du métal, pas des promesses. Puis vient cette phrase, presque technique mais explosive. The prices we're seeing
are actually futures prices. Pas des prix du présent, des prix du futur, des contrats. Et Tim enfonce le clou. Ces prix sont appelés spot, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. They should not have been called spot prices. À partir de là, votre regard change. Parce que si le prix de référence n'est plus directement lié à ce qui est physiquement disponible, alors la valeur affichée devient une abstraction. Et quand l'abstraction domine le réel, ceux qui comprennent la différence agissent en premier. C'est exactement ce que vous voyez dans cette boutique. Pas de panique, pas de cris. Juste une accumulation tranquille pendant que le discours officiel parle d'ajustement temporaire. Et une phrase plane au-dessus de tout le reste comme une ligne rouge. If they ever stop producing silver eagles, that would be a really big warning sign. Pas quand ils ajustent, pas quand ils ralentissent, quand ils s'arrêtent. Et la question devient alors impossible à éviter. Que se passe-t-il si ce signal apparaît plus tôt que prévu? Parce qu'à ce stade, l'histoire quitte les graphiques et entre directement dans votre quotidien. Regardez qui est dans cette file. Un retraité. I'm retired. Un jeune de 27 ans qui empile depuis ses 15 ans. Des gens ordinaires. Pas des fonds. Pas des institutions. Et pourtant, tous répètent la même logique. Pas idéologique. Pratique. Still want to leave my money in the bank? La question est presque rhétorique. La réponse est immédiate. Non. Et ce n'est pas abstrait pour eux. Ce sont des choix concrets. 5 000 $ dépensés en une seule année. This year has been the most I've ever spent. Des cadeaux de Noël en argent. Des pièces transmises par un grand-père. Des Morgan reçus chaque année pour un anniversaire. Ce métal n'est pas un symbole. Il est déjà intégré dans leur vie. Maintenant, mettez-vous à leur place. Imaginez que demain matin, le prix chute brutalement, 70 $ l'once. La réaction? I would be upset, but I wouldn't be destroyed. Pas de panique, juste une phrase révélatrice. More time to buy. Pour eux, une baisse n'est pas une perte. C'est une opportunité supplémentaire. Et c'est là que l'impact humain devient clair. Ce raisonnement change complètement votre rapport au système. Si vous ne mesurez plus votre sécurité à la stabilité des écrans, mais à ce que vous pouvez réellement tenir, alors votre comportement se détache des cycles classiques. Remarquez aussi l'effet contagieux. 3 nouvelles personnes converties, un collègue, 2 colocataires, une amie qui n'avait jamais envisagé autre chose que des bijoux en or. Sa première once, une Silver Eagle, puis un autre ami, 6 pièces. Et cette phrase clé, « They're attracted to the fact that the price is rising ». C'est comme ça que les mouvements commencent. Pas par la peur, par la curiosité, puis par l'habitude. Et quand le grand public arrive, ce n'est jamais au début. Alors posez-vous honnêtement la question. Si le prix passait à 100 $, comme il l'évoque, comment réagiriez-vous? Et si, au même moment, l'accès devenait plus difficile? Si cette logique vous semble familière, dites-le en commentaire, parce qu'à partir d'ici, il ne s'agit plus d'individus isolés. Il s'agit du système qui rend ce comportement possible et même rationnel. Parce que maintenant, il faut comprendre le mécanisme. Pas l'émotion, pas l'enthousiasme, le système qui permet à cette situation d'exister sans déclencher d'alarme immédiate. Ce système repose sur un décalage soigneusement entretenu. D'un côté, le spectacle, les chiffres, les graphiques, les spot prices affichés en continu, présentés comme le reflet fidèle de la réalité. De l'autre, la logistique, les délais, les emails discrets, les ventes suspendues, les grossistes qui fondent des pièces pour honorer des commandes. 2 mondes qui communiquent mal, mais qui sont traités comme s'ils étaient interchangeables. La clé, c'est l'incitation. Tant que le prix papier reste stable ou contrôlé, la perception reste calme. Pas de panique. Pas de ruée officielle, mais pendant ce temps, ceux qui opèrent dans le monde physique, eux, réagissent à autre chose, à la disponibilité réelle, à la capacité de livrer, à la pression qui s'accumule en silence. Et voici l'insight dérangeant. Le système n'a pas besoin que tout le monde comprenne cette différence. Il fonctionne précisément parce que la majorité ne la voit pas. Tant que la plupart des gens font confiance à l'écran, une minorité peut se repositionner sans bruit. C'est pour ça que rien ne casse brutalement. Les ajustements se font par petites couches. Une suspension ici, un délai là, une repricing ailleurs. Toujours justifiable.
toujours temporaire, jusqu'au moment où l'accumulation de ces micro-événements devient impossible à ignorer. Remarquez à quel point tout cela est calme. Personne ne crie, personne ne prédit l'apocalypse. Et c'est précisément ce qui rend la situation crédible. Les systèmes de pouvoir ne s'effondrent pas quand tout le monde panique. Ils se fragilisent quand les comportements rationnels changent en amont. Et c'est là que l'on arrive au point le plus instable. Parce qu'une fois que suffisamment de gens agissent selon cette logique, le futur cesse d'être théorique. Il commence à prendre forme. La question n'est donc plus « est-ce que ça peut arriver ?» La question devient « quelle trajectoire est déjà en train de se dessiner ?» Parce qu'à partir d'ici, il n'y a plus une seule suite possible, il y en a deux. Et elles sont en train de se former en même temps. Premier scénario. Tout continue normalement. Les suspensions restent temporaires. Les ventes reprennent. Les prix papier s'ajustent juste assez pour calmer la demande visible. Le récit dominant reste intact. Rien d'exceptionnel, juste un marché volatile. Dans ce cas-là, ceux qui ont accumulé tôt ne font pas de bruit. Ils attendent, ils observent et le système gagne du temps. Mais il y a un second scénario, beaucoup plus fragile, celui où un petit événement supplémentaire suffit à faire basculer la perception. Pas un crack, pas une annonce spectaculaire, juste un signal clair. Par exemple, celui que Tim évoque sans détour, « If they ever stop producing silver eagles, that would be a really big warning sign. » Pas les numismatiques, pas les délais, les eagles, le produit de base, le symbole. À partir de là, tout s'accélère. Pas parce que tout le monde comprendrait soudainement les mécanismes complexes, mais parce que le message deviendrait simple, accessible, impossible à ignorer. Si même ça n'est plus disponible, alors la question n'est plus le prix, c'est l'accès. Et regardez bien, ce futur n'est pas abstrait. Il est déjà préparé par les comportements actuels. Des acheteurs qui ne vendent pas, des jeunes qui accumulent sur des décennies, des gens qui convertissent leur entourage, une demande qui ne dépend plus de la baisse ou de la hausse quotidienne. C'est ça la dynamique dangereuse pour un système basé sur la fluidité perçue. Quand l'élan vient de la continuité, pas de la panique, il est beaucoup plus difficile à inverser. Et c'est pour ça que l'incertitude est totale. Personne ne peut dire quel scénario l'emportera. Mais une chose est sûre, le prochain mouvement ne viendra pas d'un graphique. Il viendra d'une décision concrète, d'une annonce, d'une rupture minuscule, mais irréversible. Et quand ce moment arrive, il est toujours évident après coup. Parce qu'au final, cette histoire ne parle pas vraiment d'argent. Elle parle de perception. Pendant tout ce temps, on vous a appris à regarder le mauvais indicateur, à suivre le prix, la courbe, le chiffre qui clignote. Mais ici, la leçon est ailleurs. Le vrai signal n'est pas combien ça vaut aujourd'hui, c'est qui peut encore en obtenir et dans quelles conditions. Dans cette boutique, personne ne prétend connaître l'avenir. Personne ne donne de date. Personne ne promet un scénario précis. Et pourtant, tous agissent comme s'ils avaient déjà intégré une même idée simple. Le jour où l'accès compte plus que le prix, les règles changent. C'est pour ça que cette scène est si révélatrice. Des gens calmes, posés, qui accumulent sans euphorie, qui disent « peu importe ce qui arrive », qui sourient quand le prix monte, mais qui ne paniquent pas quand il baisse. Ce n'est pas de l'excitation, c'est de l'adaptation. Et c'est là que tout se recompose. Ce que vous venez de voir n'est pas une anomalie locale, c'est une miniature, un aperçu de ce qui se produit quand la confiance glisse doucement, sans effondrement spectaculaire, quand le système continue d'afficher une normalité, pendant que, en dessous, les comportements changent. La vraie question à retenir est simple. Quand tout le monde regarde le prix, qui regarde la disponibilité? Et quand ce détail devient central, est-ce que vous voulez le découvrir avant ou après que le signal soit évident pour tous? Parce que les grandes bascules ne commencent jamais avec un cri. Elles commencent avec des files d'attente calmes, des emails anodins et des gens qui répètent tranquillement « Je vais continuer à acheter quoi qu'il arrive ». Si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière ce genre de signaux faibles et ce que cela implique vraiment pour la suite, abonnez-vous. La prochaine couche de cette histoire est déjà en train de se former.